la paroi du tube digestif, qui sont aussi capables de réagir à différents stimuli et de sécréter des médiateurs qui vont influencer le comportement de l'épithélium. Donc la menace, si vous voyez ça comme une menace, elle peut venir d'absolument partout. Comment est-ce qu'on peut mettre ça en musique? La coupable, en termes de survenue des diarrhées, c'est cette cellule qui est capable de sécréter du chlore, dont on a vu qu'elle était sensible à la concentration d'AMP cyclique et donc à la voie à l'état d'activation de l'adénylate cyclase qui produit l'AMP cyclique, mais elle est également sensible à la concentration de calcium intracellulaire et à l'état d'activation des protéines kinase C, pour n'en citer que quelques-unes. Elle est aussi sensible à l'état d'activation ou à l'état de production de GMP cyclique. C'est pour ça que le NO, par exemple, va modifier la fonction de cette cellule. Et comment est-ce qu'on peut l'activer ou comment est-ce qu'on peut la désactiver? Eh bien, comme on vient de le dire, on peut l'activer soit en faisant agir des facteurs luminaux, soit en faisant agir des facteurs produits dans la paroi intestinale, par exemple produits dans l'épithélium par des cellules endocrines, soit produites par la cellule elle-même d'ailleurs, en faisant agir des cellules immunes, soit directement, soit par l'intermédiaire du système nerveux entérique, soit en faisant agir directement le système nerveux entérique ou les cellules endocrines qui sont présentes dans la paroi du tube digestif sans être présentes dans l'épithélium. Et vous avez ici, et vous retrouvez certains des éléments qu'on a cités, vous retrouvez des facteurs qui vont activer cette cellule cryptique et favoriser l'apparition d'une diarrhée, et au contraire, certains facteurs qui vont inactiver cette cellule cryptique et défavoriser la survenue de la diarrhée ou pouvoir être utilisés comme traitement au cours des diarrhées. Donc la meilleure manière dont je préfère symboliser ça, c'est que l'existence ou non d'une perte hydroélectrolytique par l'intestin dépend du rapport qu'il y a entre l'absorption et la sécrétion. Et il y a toujours, lorsque survient une diarrhée hydroélectrolytique, une augmentation de la sécrétion. Cette augmentation de la sécrétion, elle peut répondre, par exemple, à la présence dans la lumière de substances qui ne devraient pas y être. Un exemple, c'est les sels biliaires. Sels biliaires, ils sont présents normalement dans la lumière de l'intestin grêle. Et on sait à quoi ils servent. Ils disparaissent en grande partie, pour 95% d'entre eux, de la lumière de l'intestin grêle dans l'iléon terminal. Et ils rentrent dans ce recyclage. Donc, la quantité qui est délivrée au côlon, elle est normalement extrêmement faible. Et tant mieux, parce que autant les cellules de l'intestin grêle sont absolument pas sensibles à la présence d'acide biliaire ou de sels biliaires dans la lumière, autant les cellules cryptiques du côlon y sont sensibles. Donc dans des situations dans lesquelles la capacité de réabsorber les acides biliaires dans l'iléon est altérée, par exemple parce que l'iléon est malade ou parce qu'on a enlevé l'iléon, là, la quantité d'acide biliaire délivrée au côlon, elle est fatalement anormale, beaucoup plus élevée que d'habitude, et les cellules cryptiques du côlon vont réagir à ça. Ils vont réagir parce qu'il y a une activation directe de la fonction sécrétrice des cellules intercalaires, mais également parce que les sels biliaires vont modifier le fonctionnement des cellules entérochromaffine-like, donc de ces cellules endocrines qui sont réparties dans l'épithélium, et leur faire sécréter de la sérotonine. Cette sérotonine va aller agir sur le système nerveux entérique et lui faire sécréter de l'acétylcholine et du VIP.
ça ne va faire que renforcer le phénotype sécréteur de notre cellule cryptique et fatalement aboutir à l'apparition d'une diarrhée hydroélectrolytique. Les toxines d'origine bactérienne agissent de la même manière. Que ce soit la toxine colérique, la toxine d'Escherichia coli, les toxines des Clostridies, etc., elles agissent de cette manière-là. L'alcool, quand vous le consommez de manière immodérée, outre le fait que les lendemains peuvent être douloureux, ça peut entraîner l'apparition d'une diarrhée. Ce n'est pas un effet osmotique de l'alcool. L'alcool n'a pas de pouvoir osmotique. C'est-à-dire on absorbe l'alcool sans aucune difficulté. Mais les cellules de l'intestin grêle ne sont pas prévues pour voir arriver des flots continus d'alcool fort vis-à-vis desquels elles vont faire ce qu'elles savent faire, c'est-à-dire lui permettre de pénétrer dans le milieu intérieur à partir duquel il va provoquer l'ivresse qu'on cherche. Mais puisqu'elles ne sont pas habituées à ça, équipées pour ça, prévues pour ça, elles vont réagir. Et elles vont réagir de cette manière-là, parce que pour elles, ça devient une agression. Et l'idée qui préside à l'existence de ces cellules cryptiques, au départ, c'est une idée de défense. La diarrhée, ça sert à quoi? Ça sert à favoriser l'évacuation de ce qui agresse. Il se trouve que dans certaines circonstances, l'effet dépasse le but recherché. Mais c'est normal qu'un épithélium intestinal ou un épithélium en général, quand on l'agresse par quoi que ce soit, cherche à évacuer ce qui l'agresse. Créer une distension anormale, on va dire c'est un effet mécanique. Oui, c'est un effet mécanique, créer une distension. C'est un effet mécanique qui est perçu par des neurones qui sont là pour justement mesurer la pression dans l'épithélium intestinal. Et quand on hyperactive ces neurones sensitifs de la paroi, ils vont comprendre qu'il y a un obstacle, et cet obstacle, ils vont chercher à le lever. Ils vont chercher à le lever en augmentant le débit. Comment on augmente le débit? En augmentant la sécrétion. Donc ça va marcher si l'obstacle est effectivement déplaçable. Si l'obstacle n'est pas déplaçable parce que, plouf, c'est un volvulus du grêle, ça va sécréter en amont, éventuellement beaucoup, mais ça ne va pas aboutir à l'effet souhaité, c'est-à-dire à la levée de l'obstacle. Les conséquences pour le volume extracellulaire vont être exactement les mêmes. Vous sécrétez des litres de liquide dans votre intestin grêle, même si ça ne peut pas s'évacuer, ça provient du liquide extracellulaire. Donc en termes de volémie, ploup, et la pression artérielle dégringole, et la fréquence cardiaque augmente, et on commence à avoir un cerveau qui est mal irrigué, etc., etc. Les substances osmotiques, ça fonctionne aussi de cette manière-là. La vision naïve et poétique, naïve en tout cas, que les gens avaient jusqu'à il y a un relativement petit nombre d'années, c'était que quand on introduit une substance osmotiquement active dans la lumière du tube digestif, ça va retenir de l'eau et ça va retenir des électrolytes et favoriser l'apparition d'une diarrhée. Ce n'est pas aussi simple que ça. Quand on met une substance osmotiquement active, je veux dire par là un soluté qui ne peut pas être absorbé par l'épithélium intestinal, donc qui est obligé de rester dans la lumière, il va avoir des conséquences. Et ces conséquences ne se limitent pas à retenir de l'eau pour des raisons osmotiques dans la lumière du tube digestif. C'est encore une fois plus compliqué. La présence de substances osmotiques, quelles qu'elles soient, osmotiquement actives, quelles qu'elles soient, va déclencher une sécrétion de sérotonine par les cellules entérochromaffine-like, activer le système nerveux entérique et favoriser la sécrétion.
Des maladies inflammatoires immunologiques de la paroi du tube digestif peuvent très bien, et assez souvent c'est le cas, s'accompagner de l'apparition d'une perte d'eau et d'électrolytes. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne en général de la manière qui est représentée ici. C'est que le système humain intestinal, quand il est activé, il va modifier le fonctionnement du système nerveux entérique. Et là aussi, renforcer le phénotype sécrétoire par rapport au phénotype absorbeur. Alors voilà quelques exemples de situations où on peut observer une diarrhée osmotique. Alors évidemment, cette liste est juste illustrative, elle n'est pas finie, mais vous avez en haut quelques substances qui ne sont pas absorbables. Le sulfate de magnésium est très peu absorbable, l'oxyde de magnésium est très peu absorbable, l'hydroxyde de magnésium est très peu absorbable, le phosphate de sodium en grande quantité, le sulfate de sodium en grande quantité, parce qu'on n'a pas des capacités de transporter le sulfate qui sont élevées dans l'intestin, et puis certains sucres qu'on ne sait pas digérer et qu'on ne sait pas absorber. Vous avez ici le sorbitol, le mannitol. Vous pouvez faire l'expérience. Le mannitol, c'est facile à trouver. Vous absorbez 50 grammes de mannitol et puis vous allez bien voir ce qui se passe. Et si ça ne vous fait rien, vous viendrez me voir en disant « Tiens, ça n'a rien fait », mais ça m'étonnerait. Le lactulose, ou quelqu'un prenait tout à l'heure l'exemple du lactose. Chez un individu qui a une lactase, qui est capable de digérer le lactose, ça ne va avoir aucune conséquence. Mais chez quelqu'un qui n'a plus une activité lactase suffisante, qui n'est pas capable de digérer le lactose qui est ingéré, ça va avoir un effet osmotique. Alors, il est assez facile, quand on veut le faire, de s'apercevoir qu'il y a une substance osmotiquement active dans les selles qui est responsable de la diarrhée, parce que cette substance est responsable de l'apparition d'un trou osmolaire. Je vous ai dit que dans un liquide fécal normal, donc ça suppose qu'on analyse le liquide fécal, ce qu'on ne fait quand même pas très fréquemment, mais c'est techniquement faisable. On a une concentration, je parle de concentration, de sodium de 40 millimolaires et une concentration de potassium de 90 millimolaires. Compte tenu du fait qu'il y a fatalement, pour des raisons d'électroneutralité, autant d'anions que de cations, on peut calculer que le pouvoir osmotique ou la concentration osmotique due aux ions dans les selles, c'est la concentration de sodium plus celle de potassium multipliée par 2 pour prendre en compte les anions, c'est-à-dire 260 milliosmoles par kilo d'eau. L'osmolalité plasmatique normale, c'est 290 milliosmoles par kilo d'eau. Et donc, il y a normalement ce qu'on appelle un trou osmolaire qui tient au fait que quand on calcule de cette manière-là l'osmolalité du fluide fécal, eh bien, on ne prend pas en compte tout ce qui existe en réalité dans le fluide fécal. Et ce trou osmolaire, ce delta osmolaire, est de l'ordre de 30 milliosmoles par kilo. Lorsque on crée une diarrhée osmotique, la présence de la substance osmotiquement active fait que ce trou osmotique va augmenter. Donc, en proportion, la quantité de sodium et la quantité de potassium, ou la concentration plus exactement de sodium et de potassium dans le fluide fécal diminue, mais dans un plus grand volume, évidemment. Et la somme sodium plus potassium multipliée par 2 devient inférieure à 240 milliosmoles par kilo et le trou osmolaire devient supérieur à 50 milliosmoles par kilo. Donc ça, c'est la preuve définitive, si on veut en avoir une, qu'il existe dans l'intestin du sujet et finalement dans ses selles, une substance qui est osmotiquement active. À côté de ces diarrhées osmotiques qui sont fréquentes, il existe ce qui avait été très mal baptisé, mais les gens continuent à utiliser cette terminologie, en termes de diarrhée sécrétoire. Et c'est une très mauvaise terminologie parce que toutes les diarrhées sont sécrétoires par définition. Mais en fait, ça a été les premières
pour lesquels la démonstration d'une activation de la sécrétion a été observée, et ça a été initialement démontré avec les conséquences des entérotoxines présentes ou fabriquées par certaines bactéries sur le comportement des cellules intestinales. C'est ce qu'on va également observer en présence anormale d'acide biliaire, c'est ce qu'on va observer en présence de laxatifs. C'est ce qu'on va observer lorsqu'il y a une sécrétion locale excessive de certaines hormones. Puis c'est ce qu'on va observer lorsque se développent certaines tumeurs, qui sont des tumeurs particulières, en ce sens qu'elles ont une capacité sécrétoire qui est extrêmement élevée, ce qu'on appelle les adénomes vileux, qui ne sont pas fréquents, mais qu'il faut penser à chercher lorsque se met en place progressivement une diarrhée hydroélectrolytique chez quelqu'un pour laquelle on ne trouve pas de cause par ailleurs à cette diarrhée hydroélectrolytique. Et bien entendu, pour être capable de conserver le phénotype absorbeur, il faut un épithélium qui soit intègre. Donc, toutes les maladies qui vont mettre en péril l'intégrité de cet épithélium